Merci beaucoup, cher Alain, pour cette invitation et aussi pour l'occasion que nous avez donnée à nous tous d'être ici conviés pour échanger des différentes perspectives sur un thème si vaste et si complexe comme celui de l'entreprise. Or, s'interroger sur la question de la responsabilité, ici, que nous revient dans cette séance, nous amène de manière presque paradoxale à nous poser la question du rôle et de la place de la soft law, de ce droit mou, de l'autorégulation. Je dis de manière presque paradoxale parce qu'on pourrait croire que la question de la responsabilité exige l'existence d'un droit dur, de la hard law. Eh bien, en revanche, comme je le montrerai, une place tout à fait particulière dans les cadres de la nouvelle vague de la régulation économique s'est dessinée très récemment au profit des normes et des procédures d'auto-organisation de l'entreprise, celles qui ont été définies l'organisation de l'organisation ou les constitutions internes à l'entreprise, ce que j'appellerai ici, avec une certaine approximation, les programmes de conformité ou les programmes de mise en conformité. À vrai dire, ces derniers, dans lesquels l'autorégulation se traduit au plan normatif, représentent des objets d'analyse presque insaisissables, tellement nombreux étant les points d'observation d'où on peut se situer. La plus grande difficulté, évidemment, à parvenir à une définition et à un encadrement satisfaisant des programmes de conformité tient à la circonstance que ces programmes sont à l'origine de nature extra-juridique et ils sont par nature transdisciplinaires, d'où la nécessité d'en établir plusieurs notions variables en fonction du contexte de référence. À la base des programmes de conformité, on retrouve en réalité des impératifs de nature technique ou alors managériale, expression de la corporate governance. Mais le monde du droit s'est progressivement emparé de ces concepts en les déclinant dans ces différentes branches, conformité en droit de la concurrence, conformité en droit social, conformité en droit environnemental ou comptable, conformité en droit pénal évidemment, ou alors en fonction des différents objets de réglementation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, de blanchiment, de corruption, et tout cela sans parvenir à une définition unitaire. À vrai dire, si on regarde les textes, on ne retrouvera pas, du moins en droit français, une définition qui soit satisfaisante. La seule définition qui semble s'appliquer à l'échelle internationale est celle qui découle des Sentencing Guidelines, donc de la législation nord-américaine, depuis 1991. Mais je reviendrai sur ce point qui est particulièrement important. Alors, sans pouvoir ici donner une véritable définition, on peut quand même faire émerger quelques aspects de ces compliance programs ou de ce programme de conformité qui apparaissent et qui parcourent l'analyse. Tout d'abord, évidemment, vu du point de vue des acteurs privés, la conformité est un mode d'organisation codifié dans certaines unités ou fonctions de l'entreprise, par exemple flux financier, organisation de la production, et représente donc un véritable paradigme de l'autorégulation. Mais vu de l'extérieur, vu du côté des États, de l'autorité publique, la conformité est une déclinaison nouvelle des instruments de contrôle social dont la puissance étatique se sert pour endiguer les comportements des entreprises, en s'appuyant évidemment sur une délégation de l'encadrement normatif à ces acteurs complexes. Encore, on pourrait détailler au sein des programmes de conformité des composantes substantielles et des composantes procédurales. Typiquement, si on pense à des compliance ou des conformités anticorruption, on retrouvera à la fois l'interdit, il est interdit de payer évidemment un fonctionnaire public pour qu'il accomplisse un acte de sa fonction, mais on retrouvera surtout des règles procédurales, par quel biais on détecte des actes de corruption à l'intérieur de l'entreprise et comment on les relève éventuellement et on les transmet aux autorités. Tout ce droit dont on est en train de parler, si c'est un droit, c'est une question qu'il faudrait d'ailleurs se poser de manière plus large. Donc la finalité, si vous voulez, de ce corpus de règles et de procédures, elle est renforcement de l'observance des impératifs législatifs. Plutôt que de se poser un système juridique autonome, l'ensemble des programmes de conformité dessine une composante de la soft law dont le but est celui d'assurer l'adhésion de l'entreprise aux expectatives de l'ordre juridique étatique international. C'est donc ce qu'on pourrait appeler un droit vicaire, servant ou instrumental. Or, par la suite, je ne m'intéresserai qu'à certains aspects, évidemment, de la conformité,
et plus particulièrement, je m'intéresserai à ce qu'on appelle la conformité pénale ou punitive. Car, comme j'essaierai de le montrer, il existe des règles internes à l'entreprise auxquelles le législateur accorde une certaine reconnaissance, un certain poids, lors du prononcé de la peine, donc lors de la commission d'infraction, et lors du prononcé de la peine à l'encontre de la personne morale ayant commis une infraction. Plus particulièrement, la conformité pénale, en tant que pratique normative et procédurale de bonne gestion interne de l'entreprise, est constituée par l'ensemble des dispositifs que l'entreprise elle-même met en œuvre pour prévenir les risques de commission d'infraction par un de ses organes ou représentants. Et par conséquent, dès lors que ces règles, ces programmes de conformité sont correctement mis en œuvre, ils peuvent constituer un élément susceptible d'entraîner la mise à l'écart ou parfois l'atténuation de la responsabilité de l'entité collective au sein de laquelle l'infraction aurait été commise. Donc c'est le compliance pénal dont je m'intéresserai ici pour des raisons aussi disciplinaires, mais pas simplement. Alors, même ainsi drastiquement réduite et ramenée à son rôle au sein des mécanismes punitifs, la conformité maintient cependant un caractère kaléidoscopique, ce qui nous amène à retenir, à défaut de pouvoir traiter de manière exhaustive tous ces aspects, deux seules questions qui sont révélatrices, à mon sens, des dynamiques normatives sous-jacentes et d'une certaine ambivalence. Une ambivalence qui caractérise à la fois la nature globale, qui risque de devenir impériale de ces compliance, et qui tient à la nature autorégulative, qui risque de devenir totalement managériale dans tel système de la responsabilité. Ainsi, premièrement, pour énoncer ces deux aspects sur lesquels je m'attarderai un peu, premièrement, comme je le disais, ces mécanismes normatifs constituent les vecteurs d'une logique de l'entreprise et de sa régulation de marque anglo-saxonne, et plus précisément américaine, qui s'imposerait, selon la plupart des commentateurs, dans d'autres contextes juridiques, en dépit des différences entre eux. Il s'agit donc de se pencher, dans un premier temps, sur cette dynamique expansive faisant l'objet d'appréciations très contrastées. La deuxième série de constatations que je voudrais vous présenter par la suite tient à l'usage croissant des programmes de conformité, évidemment au sein des mécanismes de nature punitive, mais révèle un aspect ultérieur, c'est l'assouplissement de l'appareil pénal dans le cadre d'une logique entrepreneuriale, managériale et pour certains marchande, qui aboutirait, c'est ça les mots qu'on peut retenir, à une certaine flexibilisation de l'interdit et à l'affaiblissement des droits de la défense. Il s'agit ici, en d'autres termes, de se demander si l'autonomie de l'entreprise, quant à la détermination des comportements répréhensibles et aux conséquences susceptibles d'en découler, qui remplace à certains égards la anomie qui préexistait et qui avait longuement profité à l'exercice de l'activité entrepreneuriale, ne serait pas en contradiction avec le caractère hétéronome de l'interdit et n'affaiblirait pas en même temps la position de l'entreprise face à la justice. Pour faire plus simple, américanisation et flexibilisation de l'interdit, voilà les deux questions que j'essaierai de me poser avec vous. Alors, dans un premier temps, la nature extraterritoriale de l'activité économique, nous l'avons longuement entendu, dont l'entreprise multinationale représente les prototypes les plus avancés, notamment dans la mesure où elle se détérioralise de manière croissante, eh bien, la nature extraterritoriale de l'activité, ou du moins transnationale de l'activité économique, pousse vers un encadrement normatif susceptible lui aussi de dépasser les frontières. L'idée séduisante d'un droit mondialisé qui soit en mesure de contrebalancer sur les terrains des règles les agissements illégaux des acteurs économiques en quête du profit fait spontanément surface. Et c'est dans ce cadre que les programmes de conformité s'y situent. Mais leur nature de droit global, issu d'un équilibre interétatique, ou de droit impérial résultant de l'imposition de la loi du plus fort, fait aujourd'hui débat. Les programmes de conformité représentent, à vrai dire,
ont acquis, je dirais, un rôle croissant en relation avec la diffusion à l'échelle mondiale de la responsabilité pénale ou ex criminis des entités collectives. Aujourd'hui, on assiste, dans un nombre croissant d'ordres juridiques, à la mise en place d'un système de responsabilité des personnes morales que la France connaît depuis 20 ans maintenant et qui s'est répandu à l'échelle européenne, même dans des pays qui s'y étaient longuement opposés. Ces développements ont eu lieu parfois en vertu de la reconnaissance législative et parfois par une certaine propagation par les bas qui a entraîné aussi la diffusion des programmes de conformité. Sur le terrain du droit positif, les modèles qui accordent la valeur juridique aux compliance pénaux émanent à l'origine de la corporate law de marque anglo-saxonne et plus particulièrement des États-Unis, d'Australie, du Canada et récemment du Royaume-Uni, et s'est progressivement répandu dans d'autres contextes donnant lieu à la réception législative ou jurisprudentielle de ce modèle. Un modèle, comme je le disais, qui allie responsabilité des personnes morales et programme de conformité. Un mécanisme de cette nature présente des avantages indéniables en termes d'efficacité de l'interdit juridique et des mécanismes de contrôle, car il permet le dépassement, comme je l'ai dit, d'une certaine anomie qui concerne les formes organisées, structurées et systémiques de commission des infractions et concourt ainsi à l'établissement des conditions pour un jeu de la concurrence effectif entre acteurs économiques, leveling the playing field, selon l'expression qu'on retrouve largement en droit international. Et un autre avantage de ces systèmes, c'est qu'il permet le dépassement de la simple responsabilité individuelle dont on a entendu parler aujourd'hui, la responsabilité des dirigeants. Or, en termes abstraits, donc, la conformité se prête parfaitement à fonctionner comme vecteur d'un encadrement juridique global. Sa dimension flexible permet à l'État d'asservir à ses impératifs l'entreprise étrangère ou délocalisée, car elle exporte ses programmes de conformité. La nature autonormée des programmes de conformité permet à l'entreprise elle-même de travailler, comme il a été dit, sous un même toit. Ça veut dire dans n'importe quel contexte territorial et indépendamment du cadre juridique de référence. La question, cependant, qui se pose, vous l'avez bien compris, c'est de savoir si concrètement la globalisation économique se traduit ici, comme dans beaucoup d'autres domaines, moins dans une codétermination démocratique de la norme juridique de la part d'une pluralité de systèmes normatifs égalitaires que dans l'imposition d'une conception unilatérale du droit punitif ou du droit de la régulation économique, émanant évidemment de certains ordres juridiques, ce qui m'amène bien évidemment à traiter de la question plus directement de l'américanisation. Une américanisation qui est, selon moi, relayée par le droit international. La compliance œuvre en réalité, c'est ça l'aspect qui doit être souligné dans ces premiers temps, comme un prolongement par le droit souple du pouvoir des sanctions des États régulataires les plus puissants. Les droits des affaires, aussi dans sa composante répressive, œuvrent désormais sous l'impulsion croissante d'une certaine conception de la justice, sévère mais en même temps négociable et flexible, adepte du stick and carrot approach, du bâton et de la carotte, émanant des États-Unis. La dynamique des compliance représente donc l'instrument de privilégié des mises en place non pas d'un droit global, mais de l'expansion du droit d'outre-Atlantique ou d'outre-Manche et des logiques sous-jacentes. C'est justement l'américanisation du droit dont je vous ai parlé et de l'économie qui prend en réalité plusieurs formes. Je vous en citerai deux simplement, très brièvement. La première est celle des limitations normatives, un phénomène de circulation des conseils juridiques qui amène à la transposition du modèle américain dans des réalités économiques et sociales différentes. Donc la compliance se répand par exemple en Italie, en Autriche, en Suisse, donc dans des pays qui étaient traditionnellement éloignés de ces traditions. Et puis, deuxième aspect, ce qui est plus intéressant, la deuxième technique de colonisation juridique par les droits américains, si vous me passez l'expression, est celle de l'application extraterritoriale dont on a entendu parler ce matin. Évidemment, par les biais des sanctions économiques prévues en droit interne, et notamment américain, au-delà des frontières, par différentes techniques que, pour des raisons de simplicité j'appellerais d'extraterritorialité, mais qui en réalité relèvent des logiques beaucoup plus complexes, les États-Unis d'Amérique exportent de manière très significative leur pouvoir des sanctions au-delà des frontières. Et les vecteurs
pour cette exportation, c'est justement les programmes de conformité ou le compliance. Il semblerait d'ailleurs que la plupart des entreprises soumises aux rigueurs de la loi américaine soient des entreprises européennes, les entreprises américaines ayant été largement épargnées, du moins pour les données que j'ai pu recueillir. Je vous inciterai 3 exemples de cette exportation. Le premier et le plus important est celui du Foreign Corrupt Practice Act, donc de la législation nord-américaine qui date de 1977, qui permet d'incriminer des actes de corruption réalisés à l'étranger, on en a parlé ce matin, et qui s'applique désormais depuis un amendement de la fin des années 80, qui s'applique à toute entreprise étrangère qui aurait n'importe quel lien avec les territoires américains. Puis évidemment, le deuxième axe sur lequel une telle extraterritorialisation de la réglementation économique et des pouvoirs des sanctions se réalise est celui de l'évasion fiscale. Nous en avons eu des exemples très récents et très significatifs avec les banques suisses, car vous le savez, elles se sont toutes pliées à des accords faramineux avec le Department of Justice, le DOJ, pour ne pas incourir dans les rigueurs de la loi. Et puis, bien évidemment, c'est dans le cadre des mesures adoptées par le OFAC, donc par l'autorité par l'Office of Foreign Asset Control, donc le ministère du Trésor américain, qui adopte, vous le savez, des listes noires en matière antiterroriste concernant des États ou des individus. Eh bien, c'est dans ce cadre-là qui se situe la question bien connue qui concerne la banque française BNP Paribas, une banque qui s'exposerait donc aujourd'hui à des amendes ou plutôt à des settlements qui imposeraient les paiements de sommes qui sont difficiles à décrire et qui dépasseraient donc les 10 milliards de dollars. Alors, ce qui est moins connu, c'est qu'une telle dynamique est relayée à l'heure actuelle par les droits internationaux où de nombreux mouvements sont également constatés. À la superpuissance américaine dans le cadre des négociations multilatérales s'ajoute une intervention de plus en plus pénétrante des acteurs économiques dans des circuits tels que le Global Compact ou les B20, ce qui amène de manière convergente à renforcer l'appel à la compliance. Et quelque chose qui échappe largement à l'analyse, mais qui bientôt se présentera sous nos yeux, c'est que la reconnaissance de la conformité pénale s'étend aujourd'hui au plan non pas international, mais supranational, parce que le même mécanisme, on le retrouve auprès de la Banque mondiale avec le Debarment System, les systèmes des listes noires pour les entreprises accusées de fraude et de corruption, qui sont toutes soumises à des exclusions conditionnées à la compliance, donc à la conformité, à l'avenir des comportements de l'entreprise, avec un monitor, avec tous les systèmes que les experts connaissent. Bref, pour en terminer sur ces points, les critiques qui se lèvent à l'encontre d'une telle dynamique sont très significatives. Les dangers, évidemment, étant celui de voir glisser le droit de sa dimension globale vers sa dimension globale et universelle vers une dimension impériale, dans laquelle certains États joueraient le rôle de gendarmes mondiaux, d'ailleurs à leur profit, car les sanctions leur reviennent. Mais d'autre part, je ne cacherai pas qu'un tel système montre une efficacité redoutable, c'est que peut-être les autorités de régulation européennes n'ont pas pu acquérir dans les temps. Et je dirais qu'en laissant en suspens donc, tout jugement sur l'américanisation, qui se commente par ailleurs d'elle-même, mais qui s'expose aussi à des remarques de nature positive, je m'attarderai très brièvement à passer à la deuxième question, qui est celle des contenus de cette nouvelle forme de responsabilité. C'est un aspect plus délicat et, à mon avis, plus important. Les mécanismes de la responsabilité que je viens de décrire méritent d'être lus à la lumière des principes de légitimation de l'intervention punitive. Car, en réalité, ils nous mettent devant deux spécificités majeures. C'est l'entreprise qui est au centre de ce mécanisme. Elle est évidemment à l'origine de la norme de conformité, elle est destinataire des normes de sanctions dans un système autopoïétique. Et cela implique un changement très significatif des paradigmes de la structure traditionnelle de l'intervention punitive. Celle-ci, le droit pénal, typiquement, s'adresse aux individus, elle laisse à la puissance étatique le monopole de l'interdit. Deux caractères fondateurs du droit pénal qui sont ici renversés. Le compliance pénal ou punitif aboutit à l'imposition à l'entreprise de l'obligation étatique de s'auto-organiser en termes vertueux
de manière à prévenir les risques de commission des infractions par une sorte de délégation ou d'encadrement de l'autorégulation et de sa mise en œuvre. Alors, je regarderai très brièvement deux questions et je m'y tiendrai dans les temps. Je pense que j'ai encore 5 minutes. Merci, Alain. Alors, tout d'abord, j'évalue ces changements de paradigme en termes positifs en ce qui concerne la conformité au principe de la responsabilité. En termes de légitimité, des instruments comme celui de la compliance présentent des avantages en ce qui permettent de réconcilier la responsabilité des entités collectives avec les principes régissant la sanction dans les domaines répressifs. On a dépassé l'idée selon laquelle corporations have nobody to kick, no soul to damn. Et on est arrivé à l'idée, à l'intuition qui s'est progressivement imposée, selon laquelle corporations have a guilty mind. Les corporations, les entreprises ont une pensée criminelle, elles ont une intention criminelle. Donc ça permet de renouer la théorie de la responsabilité avec la théorie de la faute pénale. Un ensemble de règles préventives, les règles de conformité, dont l'adoption et le respect témoignent du comportement conforme aux expectatives de l'ordre juridique de la part de l'entreprise, mènent à l'absence de toute reproche à son encontre. Ou alors, au contraire, au cas où la conformité ne serait pas adoptée, serait incomplète ou serait mise en œuvre de manière inadéquate, elle serait la preuve d'une faute d'organisation de l'entité collective à la charge de laquelle pourrait donc être prononcée une sanction. C'est un aspect que j'évalue en termes positifs. Mais c'est où l'aspect et là j'en arrive à ma conclusion, ou en tout cas à mes dernières remarques, mais c'est où que je constate par contre, en regardant en continu la légitimité d'une telle intervention, l'aspect le plus problématique. Je l'appellerai, comme je l'ai dit, les déclins du caractère hétéronome de la norme pénale. Car beaucoup plus complexe est l'aspect de la légitimation tenant à la nature de la construction normative qui découle de tel procédé normatif. Hier, il a été dit, nous ne sommes pas en présence d'un simple mécanisme d'autorégulation. C'est Gunther Teubner qui l'a dit. La simple autorégulation, c'est laisser faire aux entreprises pour qu'elles s'organisent. C'est qu'elles adoptent des codes de conduite tout seules. En revanche, ici, au travers des mécanismes de conformité pénale ou punitive, on est en présence d'une dynamique normative dans laquelle l'État et la communauté internationale deviennent des régulateurs de l'autorégulation. La demande d'adopter les compliance émane des autorités législatives ou judiciaires. Le fait que l'entreprise se conforme à cette demande en fait potentiellement un sujet vertueux, méritant un traitement moins contraignant en termes de sanctions. On parle de autorégulation encadrée, de enforced self-regulation, on parle d'hybridation normative. Les théoriciens, évidemment, s'amusent beaucoup à définir tout un cadre conceptuel qui puisse définir cette réalité tellement complexe. Mais ce qui m'intéresse ici de souligner, c'est que par les compliance, ce sont en effet certaines logiques traditionnellement étrangères à l'intervention punitive qui font irruption sur la scène. Premièrement, l'intervention punitive commence à prendre une forme qui est managériale, au sens où son objectif devient de moins en moins celui de délimiter nettement les comportements interdits des comportements licites, les noirs et les blancs, comme c'était le rôle du droit pénal traditionnel, pour s'orienter beaucoup plus vers une gestion du risque, qui est chère à l'entreprise, et vers une notion de sécurité dont le fleurissement en droit pénal ne doit pas être démontré, car nous tous nous en sommes conscients. Par les biais des programmes de conformité, les droits administratifs punitifs ou les droits criminels étendent leurs bras à l'intérieur de l'entreprise, mettent leurs mains dans les ventres, laissez-moi utiliser cette image de celle-ci, en définissent l'organisation, s'emparent en quelque sorte de la gestion. Or, ce phénomène est susceptible d'être regardé comme étant une immiscion injustifiée au cœur de la corporate governance, manifestant une emprise de la loi punitive sur l'autonomie privée, guidée par la logique de la minimisation des risques d'infraction. La plupart des critiques, d'ailleurs, s'orientent sur ces points. Mais moi, j'aimerais souligner, je sais que j'ai 2 minutes, les inquiétudes les inquiétudes émanant d'un regard plus attentif qui se situe à mon esprit sur 2 terrains partiellement contradictoires, mais en réalité complémentaires. Premièrement, par l'entrée en jeu de l'autorégulation dans les domaines pénals, les droits répressifs par excellence deviennent dorénavant une variable dépendante de l'attitude normative de ses destinataires. On appellerait ça une privatisation, une flexibilisation de la règle pénale. Je vous citerai quelques aspects, témoignent d'une telle dérive
la diffusion des non-deferral prosecution agreements, des non-prosecution agreements, donc des accords pour ne pas aller devant un juge qui s'établissent avec les autorités d'enquête américaines, l'obligation des internal investigations, donc l'obligation pour l'entreprise de mener des enquêtes à sa charge et à ses frais pour démontrer sa culpabilité et non pas son innocence, tous les systèmes des rewards and punishments, donc des prix et punitions sur lesquels un tel système est fondé. Les droits pénals finiraient alors par changer de nature ou un peu de peau et perdre son caractère d'hétéronomie vis-à-vis de ses destinataires, un aspect fortement troublant que la doctrine ne me semble pas avoir encore largement analysé. Mais de manière complémentaire, l'effet que ce droit pénal cesse d'être un droit rigide et qui puisse faire l'objet de toute négociation les soustrait aux juges et les confie aux mains des autorités de poursuite ou d'enquête, les plus souvent aux procureurs, dont la finalité, ce n'est pas de parvenir à la condamnation, mais à des accords, à des settlements. Les juges finissent par disparaître, ainsi que la loi. Et selon certains commentateurs, c'est le droit qui reculerait au profit de la négociation. Les entreprises se voient ou se perçoivent, elles, donc comme perdantes, car c'est le droit de la défense qui devient inexistant dans un système pareil. Le plus souvent, il ne reste qu'à enquêter à leur propre charge, à s'autoaccuser, à avouer et à négocier la facture et à payer. Et donc, ma conclusion, c'est à l'évidence que, alors que le droit impérial semble annoncer l'immersion d'un droit ultra-répressif et unilatéralement déterminé par certains États, l'autorégulation punitive peut laisser craindre un certain affaiblissement des mécanismes de contrôle, remplacés désormais par la règle propre à l'entreprise, ou alors elle laisse craindre le recul du droit de la défense. Si certains craignent la superpuissance de ce nouveau droit punitif contractualisé, d'autres font plutôt valoir que nous serons en présence de la victoire du modèle entrepreneurial de l'indépendance normative quant au choix de valeurs de référence. Partagés entre ces jeux de tension, les systèmes de responsabilité pénale de l'entreprise fondés sur les programmes de conformité, tout en étant en plein essor, semblent encore à la recherche de son point d'équilibre. Merci pour votre attention.